Bonsoir à tous et merci, bonsoir à tous, bonsoir et merci à vous qui nous rejoignez, me rejoignez ce soir, à ceux qui vont regarder cette vidéo, donc soit en live, soit en replay. Vous êtes les bienvenus. Alors je vais attendre une ou deux petites minutes, euh, que les personnes aient le temps de se connecter et de me rejoindre. Et je suis très heureuse en fait de vous retrouver ce soir pour ce deuxième live, cette deuxième prise de parole euh, sur le deuil et autour de la question du deuil. Alors, pourquoi est-ce que je viens vous parler de ce sujet? Parce que j'ai eu à vivre plusieurs deuils dans ma vie et je me suis dit que je ne les avais pas vécus pour rien, que j'avais probablement à en faire quelque chose pour les autres. J'ai vécu le deuil de la famille idéale que j'ai raconté lors de mon premier live lié à mon adoption quand j'étais bébé, quand j'étais petite, quand j'étais bébé. Et puis aujourd'hui, je viens vous parler de la perte de l'être cher suite à la disparition de mon père il y a 25 ans maintenant et à la disparition de ma mère qui est plus récente puisque c'était il y a environ un an. Donc les propos que je tiens là sont vraiment clairement issus de mon expérience et des enseignements que j'en ai tirés. Et ces deux événements dans ma vie, donc la perte de mon père et la perte de ma mère, ont entraîné chez moi, enfin je les ai vécues de manière extrêmement différente. D'abord parce qu'elles n'ont pas du tout eu lieu dans les mêmes circonstances. Aussi parce que je n'avais pas le même âge. Et puis tout simplement pas la même posture ni la même maturité à l'égard de la vie. Donc je vais vous parler de ça et vous raconter les enseignements que j'en ai tirés. Mais une chose est certaine, c'est que je n'ai jamais réellement eu peur de la mort. Ça n'a jamais chez moi été une source d'angoisse. J'ai finalement toujours accepté le deal que s'il y avait de la vie, eh bien cela impliquait nécessairement la mort. J'ai été entourée régulièrement de personnes que ça travaille beaucoup en fait, cette question de la mort. Et moi je sais que ça n'a jamais été une source particulière d'angoisse. Cette question, elle est très bien posée dans le remarquable ouvrage d'un collectif emmené par Christophe André et Mathieu Ricard, Quand la mort éclaire la vie. Effectivement, la mort, comme ils le rappellent dans leur livre, est très occultée en fait de nos sociétés. On n'en parle pas, c'est tabou, ça renvoie à voilà, à des perceptions négatives. Et donc, finalement, il y a une forme de déni qui s'installe autour de la question de la mort. Et ce déni va en quelque sorte augmenter à la fois la peur et l'angoisse qui l'entoure, tout simplement. Notre rapport à la mort va influencer notre rapport à la vie. Et moi, je suis profondément convaincue que rien ne dure, le positif comme le négatif. Et c'est fondamental pour moi pour se connecter à la dimension cyclique du temps et de notre existence. On n'est pas dans un temps linéaire, on est dans un temps fait de cercles et de cycles. Et c'est ce que nous enseigne d'ailleurs la nature. Il suffit de voir les saisons. Chaque année, en tout cas dans nos pays tempérés où nous avons 4 saisons, chaque année la nature meurt, renaît, revit, explose, voilà, diminue, meurt à nouveau. Et donc ça c'est le cycle des saisons, c'est le cycle de la vie. Ne pas savoir quand la mort va frapper, parce que finalement on ne sait jamais ni le jour, ni l'heure, ni l'instant, eh bien ça donne finalement toute sa valeur à chaque moment de notre vie. Et finalement, on pourrait aussi vivre chaque moment de notre vie comme si ce moment était le dernier. Dans cet ouvrage, il y a un magnifique chapitre sur les leçons de vie données par ceux qui s'en vont. Et c'est le chapitre qui est consacré à Christophe Fauré,
qui est un médecin psychiatre et qui a beaucoup travaillé en soins palliatifs. Et j'avais envie ce soir dans ce live de vous repartager, finalement, de vous partager ces enseignements de ceux qui s'en vont, tels que lui a pu les entendre et les appréhender au contact des gens qui l'accompagnent vers la fin. Ben, c'est d'abord d'avoir une vie en phase avec soi-même. Ensuite, c'est le fait de ne pas se mettre en situation de regretter. Le troisième enseignement, c'est de vivre dans le présent, parce qu'effectivement, ben, on peut pleinement profiter de cet instant dans lequel nous sommes, d'apprendre à aimer, de donner plus que ce que l'on reçoit et de donner du sens à sa vie. Alors, lorsqu'on entend tout ça, ben moi je trouve que ça vaut la peine de continuer à vivre après la perte d'un être cher. Et c'est exactement pour cela que j'ai conçu ce programme d'accompagnement au deuil. Dans le cadre de la perte d'un être cher, cela implique, le deuil va impliquer quoi? Deux choses. De digérer la séparation, c'est-à-dire le fait qu'on est définitivement séparé physiquement de corps à corps de la personne, et puis de digérer cette séparation pour pouvoir internaliser la relation, c'est-à-dire développer à l'intérieur de nous une relation avec la personne disparue, avec la personne qui n'est plus là. Et récemment, j'ai entendu parler d'une proposition que j'ai trouvée tout simplement magnifique et qui faisait tellement écho à cela. C'est une proposition d'une grande artiste pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration qui s'appelle Anne Steinlein. Et Anne est notamment connue pour avoir créé des gardiens et des gardiennes de la Terre qui sont des figures magnifiques. Très inspirante. Alors j'en ai une moi qui m'accompagne, je vais vous partager la mienne. Voilà, donc moi j'ai jeté mon dévolu, voilà, que je vous la montre bien, sur la gardienne de l'infini, voilà, que je trouve absolument magnifique et qui est très inspirante et que je garde à portée de mes yeux dans mon quotidien, dans les endroits dans lesquels je me trouve. Et Anne propose pour des personnes qui, par exemple, ont perdu un être cher, eh bien, de réaliser des portraits ou de réaliser des peintures à partir de photos des personnes disparues pour en faire eh bien, des gardiens entre le monde dans lequel ils sont, pour ceux qui croiraient au fait qu'il y a un autre monde, et le monde dans lequel nous sommes. Alors, je voulais vous partager, si j'arrive à retrouver... j'aurais bien aimé retrouver la possibilité de vous partager l'écran et vous partager mon écran. Alors évidemment, ça a disparu. J'aurais vraiment souhaité vous partager eh bien, un ou deux de ces portraits réalisés par Anne. Un ou deux de ces portraits réalisés par Anne. Eh bien, écoutez, je ne trouve plus. Voilà, ça ce sont les aléas du direct et donc je ne trouve plus mon partage d'écran, ce qui m'aurait quand même bien aidé, ça m'aurait bien plu. Alors de toute façon, toutes les photos dont je vous parle, du coup, ces deux images que je voulais vous montrer, dont je vous parle, je vais vous les mettre tout simplement dans le commentaire de ce live et je trouve que c'est effectivement une magnifique façon eh bien, de poursuivre en fait ce lien avec les personnes disparues. Alors, dans mon cas, eh bien, les deuils les plus lourds de ma vie sont ceux que j'ai dû traverser suite au décès de mes parents. Donc, je vais commencer par le deuil de mon père. Au moment de la disparition de mon père, j'avais 19 ans. Et il est mort d'une rupture d'anévrisme. Il était à son lieu de travail. Alors, mon père avait une maladie, en fait il était diabétique, mais il avait un diabète un diabète chronique grave, et donc mon papa est décédé à 51 ans, mais il a eu 47 ans de diabète,
Et donc, il avait un organisme fragilisé et il est parti, comme ça, d'une rupture d'anévrisme, un soir où il travaillait tard au bureau. Et donc, ça a été effectivement un choc, ça a été très violent. Euh, et effectivement, le fait de ne pas savoir pourquoi il ne rentrait pas, ça a quand même créé, en tout cas, moi, je me doutais bien que quelque chose de grave s'était passé, mais au moment de l'annonce, le lendemain matin, ça a été finalement un choc, avec quelque part une impression de déjà savoir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai géré. J'ai une part intérieure qui s'appelle la générale en chef, qui adore tout prendre en main, la logistique, etc. Et donc, je me suis engouffrée là-dedans. Pour tout vous dire, lorsque j'ai appris la mort de mon père, j'ai tout de suite réfléchi à un aspect pratique. Je me suis dit, il fait froid, et donc peut-être qu'il va pleuvoir le jour de l'enterrement. Et mon seul manteau imperméable noir est à présent à l'école parce qu'on rentrait de week-end d'intégration. J'étais en deuxième année de mes études de psychologie à l'école des psychologues praticiens. On rentrait de week-end d'intégration. J'avais prêté ma doudoune à une amie qui m'avait dit je te la laisse à l'école. Et donc ma première idée fixe a été je dois retourner à l'école pour chercher ma doudoune parce que je risque d'en avoir besoin le jour de l'enterrement. Donc ça vous donne un tout petit peu la couleur en fait de ce qui a suivi derrière. Et puis effectivement, je suis ensuite allée chercher ma sœur à l'école. J'ai dû lui annoncer la disparition de notre père. Ça, c'était un moment extrêmement éprouvant pour moi. Et puis en fait, pendant les jours et les mois qui ont suivi, j'ai beaucoup été dans ce rôle de la gestionnaire, celle qui prenait tout en charge. Et je me souviens d'une consultation. Nous sommes allés voir notre médecin traitant avec ma mère et ma sœur. Et puis j'ai eu un différend avec ma mère. J'étais pas tout à fait d'accord. Je ne sais plus exactement sur quoi porter ce différend. Et le médecin généraliste l'a coupé en lui disant écoutez, là en l'occurrence, écoutez ce que votre fille a à dire parce que c'est elle qui est en train de gérer la famille. C'est elle qui est en train de vous tenir et de tenir la baraque en quelque sorte. Donc ça serait bien si vous l'écoutiez. Et je me souviens que j'ai été assez surprise en fait par son intervention et je l'ai pris comme un compliment. Et en fait, je me suis sentie très forte à ce moment-là. Mais en fait, je me suis fermée à mes émotions et notamment à ma tristesse. Tellement occupée à être dans cette gestion que je n'ai pas pu laisser libre cours à cette tristesse et que j'ai mis des années à permettre à cette tristesse de sortir par petites touches. Et j'ai mis un certain temps avant de me rendre compte que la tristesse qui sortait de manière un peu trop forte dans d'autres circonstances de ma vie était en fait un moyen, un prétexte pour permettre d'évacuer une partie de cette très profonde tristesse que je n'avais jamais réellement pu exprimer. Par contre, donc ça a été, ça je me suis rendu compte des années plus tard que je n'avais pas forcément pu complètement accueillir cette dimension-là. En revanche, ce que j'ai très bien perçu, c'est une dimension qui peut être très culpabilisante, c'est un soulagement que l'on peut ressentir au départ d'une personne. Bah oui, parce que effectivement, sur un lit de mort et à une messe d'enterrement, lorsqu'on prend la parole, on parle effectivement des bons côtés, effectivement, de tout ce que la personne a pu apporter au cours de sa vie, de toute sa lumière. Mais il y a également des zones d'ombre, il y a également des défauts, il y a également des tensions. Et lorsque la personne s'en va, elle s'en va avec tout cela. Et moi, je me souviens, très en conscience et sans aucune culpabilité, avoir ressenti une forme de soulagement. Parce que donc, comme je vous disais, mon père était diabétique. Et donc, pendant une grande partie en fait, de ma jeunesse, j'ai eu une forme de vigilance à l'égard de mon père. Je regardais très souvent comment il allait, est-ce qu'il n'avait pas les prémices d'une hypoglycémie. Il y avait une forme d'hypervigilance, de soins et d'attention portée tous les jours, qu'effectivement je faisais parce que je ne me posais pas la question de la faire ou de ne pas la faire. C'était pour moi normal de le faire, mais c'est vrai qu'au départ de mon père, je me suis dit en fait, je n'aurais plus à faire ça. Je n'aurais plus à être dans cette position. Et puis, quelques mois plus tard, une de mes camarades de classe a également perdu son père. Et je me souviens qu'elle a quitté un de nos cours précipitamment. Et je me suis dit que, non, j'allais pas la laisser partir comme ça. Et j'ai également quitté le cours précipitamment. Et je l'ai retrouvée dans la rue et nous sommes allés boire un café toutes les deux. Et elle a commencé à me parler de la culpabilité qu'elle ressentait à l'égard de situations qu'elle avait vécues avec son père. Et en l'entendant parler,
Et en m'entendant lui dire, mais tu sais, c'est normal que tu te sentes soulagée, mais tu sais, c'est normal que ça se termine puisque ton père s'en va, et donc tout le difficile qu'il y avait avec ton père s'en va avec, c'est en lui expliquant que tout ça était très naturel et très normal, et bien que j'ai mis le doigt sur le fait que pour certaines personnes, ça devait être très culpabilisant de ressentir cette forme de soulagement, et alors que pour moi, c'est bah, assez salutaire et très naturel. Et donc c'est comme ça que j'ai mis le doigt sur le fait qu'il fallait digérer euh, sa culpabilité. Alors, Stéphanie qui demande, lorsque l'on parle du deuil d'un être cher, peut-on inclure les ruptures? Oui, je pense qu'on peut tout à fait inclure les ruptures parce que dans une rupture, on peut avoir en commun par rapport à la mort, tout simplement de ne plus vivre avec la personne, d'être réellement séparé de corps, et donc de ne plus être en contact, ne plus pouvoir interagir. Et puis parfois, au moment où l'on rompt avec quelqu'un, eh bien, on n'a pas toujours eu le temps de tout dire, de tout pardonner, de tout clôturer, tout simplement parce qu'au moment de la rupture, eh bien, on n'a pas encore conscience de tout. Et donc, ces prises de conscience, elles se font au fur et à mesure, elles se font au fil du temps. Et effectivement, une fois qu'une personne est morte, on ne peut plus revenir en arrière, mais une fois qu'on s'est séparé d'une personne, eh bien, cette capacité à retrouver des espaces de dialogue pour pouvoir partager finalement ce dont on a pris conscience, eh bien, parfois ça peut ne pas être possible, ça peut être empêché. Et dans ces cas-là, effectivement, pour moi, je fais tout à fait un parallèle avec la situation de l'endeuillé qui doit mener une partie de ce cheminement par lui-même. Alors, dans le cas de la mort de ma mère, ça a été très différent. Déjà, elle est morte très récemment. En fait, elle est partie il y a 1 an maintenant. Et puis, elle est partie suite à l'annonce d'un diagnostic médical. En fait, elle était déjà malade et puis il y a eu une annonce d'un nouveau diagnostic médical qui est venu aggraver le premier. Et j'ai donc bénéficié de 5 mois et demi, 6 mois, puisque entre ce diagnostic et son départ, il s'est passé 6 mois. J'ai donc eu 6 mois au cours desquels j'ai pu l'accompagner, j'ai pu me préparer. J'ai également pu lui dire, lui pardonner, me faire pardonner. J'ai également eu à supporter, parce qu'au moment où les gens s'en vont, ça amplifie aussi parfois certaines difficultés, certaines angoisses. Je me souviens très bien de 2 moments clés, en fait, dans cette période d'accompagnement. Donc elle a environ 3-4 semaines, 3 semaines après le diagnostic vraiment lui annonçant une maladie très très grave. Je me souviens très bien lui avoir dit qu'une part de moi ne se sentait pas du tout prête à ce qu'elle parte. Et elle m'a d'ailleurs répondu, mais tu sais, moi aussi je crois que je ne me sens pas du tout prête à partir. Et ça a été finalement très salutaire pour nous deux de pouvoir partager cela, parce qu'on s'est rendu compte qu'on nous étions finalement avec la même crainte, la même appréhension et la même tristesse de devoir faire face à un départ inévitable, mais pour lequel nous n'étions prêtes ni l'une ni l'autre à ce moment-là. Et je pense que le fait de nous l'être dit, ça nous a permis de voir la suite comme une manière de nous y préparer. Et je me souviens d'un autre échange quelques temps après son entrée en soins palliatifs, 2 semaines environ avant son départ. Et je me souviens très très bien l'avoir vraiment regardé dans les yeux et lui avoir dit tu sais maman, maintenant aujourd'hui je me sens prête en fait à ce que tu partes, parce que parfois certaines personnes s'empêchent de partir parce qu'elles restent encore attachées aux vivants. Qu'est-ce que mes enfants vont faire sans moi? Qu'est-ce que ma famille va faire sans moi? Et je la sentais tiraillée entre le j'en peux plus de cette maladie et des temps que je parte, et puis une part d'elle qui tenait bon. Et j'ai effectivement eu la possibilité de lui dire voilà, aujourd'hui, très clairement, je suis prête à ce que tu t'en ailles et à complètement t'accompagner dans ces derniers moments que tu as à vivre. Et puis, j'ai compris que je n'allais pas du tout vivre, je ne voulais pas en tout cas vivre
la séparation avec ma mère de la même manière qu'avec mon père. Je me suis dit non mais là c'est pas possible, il faut absolument que je sois ouverte à mes émotions. Je peux pas enfouir de la tristesse tout au fond de moi, de mon âme, de mon cœur et de mon corps, comme je l'ai fait pour papa, c'est pas possible. Il faut que j'accueille ça, il faut que je me laisse traverser par ça. Et pour y arriver, j'ai prévenu ma famille. J'ai dit à mon mari, j'ai dit à mes enfants, écoutez, je suis en train de passer par des phases compliquées. Il y a des moments où je vais probablement pleurer, parce que je pense qu'au moment de la mort de mon père, je me retenais beaucoup de pleurer devant les autres, parce que à partir du moment où j'étais perçue comme quelqu'un de fort et on attendait de moi que je sois forte, je comprenais que ça rassurait certaines personnes de mon entourage que je sois forte, et je me disais, non, j'ai pas le droit de flancher, parce que si je flanche, comment eux vont faire? Et là, en l'occurrence, j'ai dit, tant pis, je vous préviens, les amis, je vais flancher parce que il y a des moments où je vais y arriver, il y a des moments où je vais pas y arriver, et c'est ok si je flanche, et pas d'inquiétude, pas de panique, c'est normal, et c'est au contraire salutaire. Et j'ai même dit à mes enfants, si j'arrive à pleurer au moment où j'éprouve le besoin de pleurer, je pense qu'il faudra même me donner une médaille, parce que ça sera vraiment la preuve que j'ai réussi à cheminer dans l'acceptation de mes émotions. Et je me souviens d'un soir de l'hiver dernier où je me sentais remplie d'une immense tristesse. J'avais qu'une envie en fait, c'était d'aller me coucher. Et mon mari qui était parti en province m'appelle et me dit, ce qui est très rare, je suis désolée, j'ai oublié mes clés. Normalement, il a toujours ses clés. Et il m'a dit, voilà, j'ai oublié mes clés, est-ce que tu veux bien m'attendre? Malheureusement, j'arrive un peu tard et il arrivait à minuit 30. Et là, je me suis dit, ouf, la soirée va être longue parce que je me sentais tellement pleine de tristesse que ça me paraissait insurmontable. Et alors, je me souviens, je sanglotais pendant le dîner, j'étais avec les enfants et je leur ai dit, écoutez, les enfants, je suis désolée, ça va pas être très sympathique comme dîner, mais voilà, là c'est juste, ça coule et je peux rien faire d'autre. Et donc voilà, on a dîné, les enfants n'avaient pas l'air spécialement perturbés par le sujet, puisque je les avais prévenus que ça risquait de se produire. Ils m'ont en gros laissé sangloter, et puis à la fin du dîner, très poliment, mais sans la moindre pesanteur, ils m'ont dit maman, on te laisse, parce que nous on a des trucs à faire. Ils sont partis dans leur chambre, et donc ils m'ont laissé avec ma tristesse, avec mon chagrin, ces larmes qui coulaient. Et puis, au bout de, je sais pas, peut-être une heure environ, donc j'avais fini par ranger le dîner, par me traîner voilà, dans le salon, pas trop savoir quoi faire de moi. J'arrivais à rien d'autre que de pleurer, j'avais envie de rien faire. Et puis à un moment donné, je me suis assise et mon fils cadet est arrivé avec une de ses médailles, avec une médaille qui avait été gagnée, je crois, par son frère aîné au judo il y a des années. Et sans un mot, il a posé la médaille sur la table à côté de moi. Il m'a serré dans ses bras, il m'a embrassé et il est parti. Et j'ai trouvé ça tellement merveilleux. Alors, évidemment, ça m'a fait pleurer encore plus parce que je trouvais ça extrêmement émouvant. Et finalement, je me suis dit, ok, voilà, il te donne une médaille parce qu'effectivement, tu es en train de traverser ce que tu dois traverser. Et donc, j'aurais pu aller me réfugier dans mon lit, aller m'endormir et couper court à tout cela. Et non, les circonstances ont fait qu'il fallait que j'attende minuit et demi et que je traverse, en fait, toute cette souffrance. Et puis, j'ai pensé à mon tambour parce que je fais des pratiques chamaniques et donc j'ai un tambour. Et tout d'un coup, j'ai eu l'image de mon tambour et je me suis dit, je vais chercher mon tambour. Et j'ai commencé, en fait, tout doucement, à taper sur mon tambour. Et j'avais besoin de coller mon oreille au tambour et je me suis laissée bercer en fait par la résonance, par les vibrations du son émis par le tambour et j'ai trouvé ça extrêmement réconfortant. J'avais l'impression d'être enveloppée dans le son du tambour et d'être finalement portée et soutenue par cette vibration du tambour. Et j'ai joué comme ça un certain temps. Puis petit à petit, mes pleurs se sont calmés. Et puis je suis simplement restée là, tranquillement, au calme, dans cette espèce de bulle, dans cette espèce d'état second. J'ai dû même m'assoupir un petit peu, somnoler. Et puis un petit peu plus tard, voilà, mon mari est rentré, je lui ai ouvert la porte et je suis allée me coucher. Et en fait, j'ai vraiment, ce soir-là, compris ce que ça voulait dire que de traverser
se laisser traverser par son émotion, l'accueillir et lui dire, bah ok, voilà, là j'ai besoin de pleurer, eh bien j'ouvre la porte à cela, je me laisse traverser par cela et je pleure tout le temps nécessaire. Euh, et j'ai vraiment compris que, eh bien, se laisser traverser par ses émotions, c'était aussi ce qui permettait finalement, eh bien, de gérer leur intensité. Et ces deux enseignements, la digestion de la culpabilité et la gestion de l'intensité des émotions, bah, ce sont deux dimensions qu'on retrouve dans mon programme de l'émergence pour accepter ce qui n'est plus à être, ce qui n'a plus lieu d'être. L'idée, c'est d'aller explorer la sécurité intérieure, qui est quand même notre socle, notre base, la gestion de l'intensité des émotions, la digestion de la culpabilité, s'autoriser à nouveau à ressentir du plaisir, et puis pour finir, comment est-ce qu'on peut projeter un nouvel espace. Et donc ce programme, dans lequel je vais accompagner un petit groupe, donc il y a déjà plusieurs personnes qui se sont manifestées, donc un petit groupe de 6-8 personnes. Ce programme a démarré le 25 mars. Il se déroule sur 3 mois, jusqu'au 24 juin. Et il y aura 3 ateliers en présentiel qui sont même des journées d'ateliers, puisque les 3 journées se déroulent de 9h à 16h. Une au tout début, donc le 25 mars, une au milieu et une à la fin le 24 juin. Ces ateliers auront lieu à Paris, dans un magnifique endroit qui s'appelle la Maison Amour, qui est un lieu qui accueille beaucoup de soins, beaucoup de pratiques et qui est extrêmement inspirant. Et donc, il y aura donc ces ateliers. Il y aura également 2 calls en visio de soutien et un programme en ligne. Et ce programme en ligne propose pour chacune des dimensions des contenus qui visent à la fois à mettre le corps en mouvement, à travailler sur ses émotions, à faire appel à sa créativité et puis aussi à méditer, aller vers aussi notamment des pratiques méditatives. Et je ne suis pas seule à œuvrer à ce programme. Et ce soir, j'ai vraiment la grande joie de vous dire un mot sur ces 3 belles âmes qui m'accompagnent pour co-créer ce programme. D'ailleurs, vous retrouverez leur parcours et leur biographie sur le site, sur mon site, sur l'émergence. Il s'agit d'abord de Gwendoline Le Breton. Alors pour moi, c'est extrêmement symbolique et extrêmement fort que Gwendoline ait accepté de faire partie de ce programme. Gwendoline est professeure de yoga et thérapeute en Ayurveda. Et j'ai fait du yoga avec Gwendoline. Elle a été ma professeure de yoga il y a déjà quelques années. Et c'est elle qui finalement m'a mis sur la voie d'une pratique du yoga quotidienne. Et puis j'ai eu l'occasion de faire plusieurs cures ayurvédiques avec Gwendoline, dont je parle dans plusieurs articles du blog, en fait, des articles de mon blog sur mon site, parce que mes cures ayurvédiques ont vraiment été des moments extrêmement importants et des tournants décisifs, en fait, dans mon développement personnel et dans la personne que je suis aujourd'hui. Et donc, Gwendoline m'a montré le chemin de l'Ayurveda, et pour moi, c'est un grand privilège qu'elle ait accepté de créer finalement des contenus de yoga pour ce programme, parce que elle a été mon enseignante et aujourd'hui elle accepte de co-créer avec moi. Donc sa présence est aussi pour moi une forme de reconnaissance dans le chemin que j'ai parcouru sur ce chemin du yoga, sur ce chemin de l'Ayurveda, et je suis vraiment extrêmement comblée de pouvoir co-créer avec Gwendoline, qu'elle ait répondu à cet appel. Il y aura également Brigitte que j'ai rencontrée il y a plusieurs années maintenant et avec laquelle j'ai cheminé dans un magnifique programme qui est de Nathalie Guetta Baboura. C'est la première fois que j'ai compris et touché du doigt qu'un programme pouvait être holistique et s'adresser finalement à la fois au corps, à la fois au cœur et à la fois à l'âme et à l'esprit. Et donc j'ai rencontré Brigitte, nous avons cheminé
Nous avons fait des exercices, des pratiques ensemble. Et suite à ce programme, on a décidé de rester en lien. Et puis maintenant, depuis plusieurs, même peut-être même plus d'un an, eh bien, nous nous parlons tous les mois. Nous avons un rendez-vous mensuel avec Brigitte où nous échangeons l'une et l'autre sur nos pratiques, sur nos découvertes, sur nos ressources. Et puis, Brigitte est sonothérapeute. Et j'ai eu envie très fortement dans ce programme qu'il puisse aussi y avoir une dimension à partir du son. Et donc j'ai demandé à Brigitte de bien vouloir venir animer une des séquences d'un des ateliers en présentiel, un bain sonore et puis des soins individuels au diapason. Et puis j'ai également demandé à Brigitte de nous proposer quelques contenus sonores pour le programme en ligne. Et donc je suis très 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 en joie d'accueillir Brigitte aussi sur ce programme parce qu'on a une belle complémentarité. Et Brigitte a travaillé comme infirmière en soins palliatifs. Et donc elle a aussi toute une sensibilité et toute une connaissance bien à elle de cette problématique de la perte et de cette problématique du deuil. Donc j'ai été extrêmement là aussi honorée qu'elle accepte de partager cet espace avec moi. Et puis Anne Steinlein, dont je vous parlais tout à l'heure, a également répondu présente à l'appel. Et ça me met aussi extrêmement en joie. D'abord parce que Anne a accepté de donner vie à un phénix. Je voulais que le symbole du programme soit un phénix, mais qui porte toute l'énergie de ce programme, à la fois une énergie pleine de lumière et pleine de douceur. Et effectivement, Anne vient de donner naissance à ce phénix que je vais vous partager dans le commentaire de ce live et que je vais également partager lors d'un post que je ferai demain parce que je n'ai toujours pas retrouvé depuis tout à l'heure la fonction de partage de mon écran. Ce qui me peine, mais en tout cas c'est un phénix qui est juste extrêmement sublime et magnifique. Et je trouve que ben voilà, il dégage tout ce souffle et toute cette énergie du programme L'émergence pour accepter ce qui n'a plus lieu d'être. Et puis Anne a également accepté de venir lors du 3e atelier, qui sera le grand atelier de la célébration, le 24 juin, pour nous proposer de la peinture médecine. Et donc là aussi c'est tout à fait inspirant comme pratique et comme approche. Et donc, je suis vraiment extrêmement heureuse que Anne ait répondu à cet appel. Et puis moi, j'ai toujours aimé travailler en collectif. J'anime beaucoup de formations. J'ai toujours aimé les groupes. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai proposé un programme d'accompagnement en groupe. Mais je suis également comblée de pouvoir œuvrer en collectif avec Gwendoline, avec Brigitte et avec Anne, que je remercie vraiment infiniment pour leur confiance et puis pour toute l'énergie et toute la disponibilité qu'elles mettent dans ce beau projet. Donc voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Il y aura un 3e live dans un mois, le 15 mars, peu de temps avant le lancement officiel du programme. Et là, j'aborderai le deuil sous une 3e facette qui est le changement d'identité. J'ai eu à changer d'identité professionnelle. J'ai été salariée, je suis devenue entrepreneur. Et même si c'est un changement que j'ai opéré par choix, eh bien, tout changement entraînant une rupture dans les repères, dans le rythme, dans l'identité, eh bien, entraîne le passage par un processus de deuil. Et donc, c'est de cette expérience-là dont je vais vous parler le 15 mars. Je reste complètement à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions sur le programme. Les inscriptions sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas à me contacter via le site ou via mon adresse mail que je remettrai en commentaire sous ce live. N'hésitez pas également à me contacter pour que nous échangions tout simplement aussi sur ce sujet du deuil, s'il vous touche, s'il vous intéresse, s'il fait écho à ce que vous avez vécu ou à ce que vous vivez.
Et puis j'ai été en tout cas très très heureuse de partager ce moment avec vous. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite.